On rejoint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, c'est notre rendez-vous avec Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. Parlons de la SAAQ, la haute direction qui n'aura pas passé à travers finalement sa transformation numérique. Le Conseil des ministres remercie Denis Marcellet, nomme un nouveau PDG. Est-ce que c'est une bonne décision? En tout cas, Geneviève Guilbeault a réagi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, on s'en était parlé, hein. On s'en était parlé que, tu sais, il y a des affaires que les partis font tous pareil, puis ça, François Legault, le fait qu'il y a quelques ministres qui viennent quand même du monde des affaires, de la grande entreprise, ils l'ont fait avec des PDG de Cécitius. Ils sont dans une atmosphère où les hauts dirigeants qui ont des grosses payes et tout ça, il y a des conséquences. Denis Marcellet, moi je l'ai connu, il était président de la Chambre des notaires. Là. C'est pas quelqu'un qui est sorti d'une boîte de Cracker Jack, c'est un haut fonctionnaire. Il est passé de là, il est allé à la justice, il avait une excellente réputation dans la fonction publique. En même temps, il avait été surtout côté justice, là. Okay. Peut-être qu'on a sous-estimé, on est dans une organisation, tu sais, la SAAQ, là, oui, c'est jamais mauvais de connaître les lois ou d'avoir une formation en droit, mais il reste que la SAAQ, t'es dans un monde d'opération. Faut que tu fasses marcher des affaires, là. Tu sais, c'est quasiment plus un gestionnaire d'usine ou, tu sais, de grandes entreprises, mais d'opération. Et là, c'est ça. On n'a pas beaucoup de tolérance quand ça marche pas. Bon, là, après ça, on peut dire deux choses. Quelqu'un pourrait dire, mais voilà un gouvernement qui met ses culottes, puis les hauts fonctionnaires sont imputables, puis il y a quelqu'un qui est responsable de quelque chose, puis quand ça marche pas, il y a une conséquence. On pourrait aussi vouloir dire ils le font pour leur image politique. Là. Le gouvernement, pour pas recevoir les tomates, ben tu sais... mais Mario, de toute façon, c'est pas la faute d'Éric Kerr, de toute façon. Ah non, c'est ça. Donc, c'est ça. On trouve un responsable, puis on le passe à la trappe sur la place publique, là, tu sais. Et donc, c'est ce que... Mais c'est certain qu'il y a quelque chose de pas mauvais là-dedans. Là. Qu'on le veuille ou non... Ça fait que tous les autres fonctionnaires de haut niveau, puis tous les autres présidents d'organismes, ils marchent les fesses serrées. Là. C'est sûr que ça cet effet-là, qu'ils se disent, ouais, avec ce gouvernement-là, si je fais une coche mal taillée, puis qu'il y a un impact direct sur la population, ça va avoir des conséquences. Donc, c'était quand même assez rapide. Hein? Ça a été, ça fait quelques semaines là, qu'on était dans la crise et déjà, M. Marcellet est remplacé. Mais je pense qu'il faut voir ça comme un avertissement pour les autres présidents de sociétés d'État. Oui, peut-être un message comme quoi vaut mieux se mettre le nez encore plus, justement, comme tu le disais, dans les opérations, là, parce qu'on est imputable. C'est un peu ça, le message. Oui. Et s'assurer qu'on ne va pas mettre en place une opération ou faire quelque chose là, qui va mal tourner pour la population. Parlons d'opérationnel chez Hydro-Québec maintenant, avec le départ de Sophie Brochu. C'est un PDG par intérim qui est nommé. Le ministre Pierre Fitzgibbon a commenté sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si on va être en mesure de montrer. On va voir donc ce qu'il a mis comme gazouillis, donc en disant le conseil d'administration poursuit le processus de sélection en vue de recommander les meilleurs candidats. Bon, Pierre départ à l'expérience nécessaire pour effectuer cet intérim. Est-ce que, Mario, on y va par intérim parce que c'est la façon de faire ou est-ce qu'on ne sait pas trop qui mettre à la tête d'Hydro-Québec? Je connais pas M. Départ. J'ai pas de raison de croire qu'il n'a pas les capacités d'assurer une direction par intérim. Mais sincèrement, Marianne, ça, j'aime moins ça. J'aime pas mal moins ça. Moi, je suis un... Tu sais, moi, je crois en Hydro-Québec. J'aime Hydro-Québec. Je veux dire, pas tout le temps. Des fois, ils font des affaires qu'on aime moins, mais je veux dire... T'sais, pour le Québec, collectivement, pour la richesse du Québec, c'est dans une classe à part. Alors, tu sais, on n'a pas aimé la façon que ça a fini avec Mme Brochu. Puis le fait que le conseil d'administration puis le gouvernement soient pas capables, quand même, dans un délai, là, tout ça est arrivé à l'hiver, au mois de janvier. C'est ça fait un bout. On avait jusqu'au mois d'avril, qu'on puisse pas arriver. Et tu sais, tout ce que je te disais tout à l'heure, là, M. Legault, Fitzgibbon et compagnie qui viennent de la grande entreprise, puis Christian Dubé, puis Éric Girard... C'est rare qu'on fait ça, là, dans des grandes entreprises, de dire, ah ben là, on n'a pas trouvé de PDG, on a nommé quelqu'un par intérim, puis on fait pas ça souvent. Je dis pas que c'est jamais arrivé, mais on fait pas ça souvent, c'est ce qu'on essaye d'éviter. On veut montrer la stabilité, on veut montrer une bonne continuité. Parce que là, ça veut dire, entre toi et moi, si on fait un intérim de quelques mois, ça veut dire que, mettons, dans l'année 2023, on va avoir eu 3 PDG Hydro-Québec, là.
J'aime moins ça. Je le dis sincèrement, j'aime moins ça. Ouais. Et je trouve que ça ajoute à une espèce d'idée qu'il y a eu un cafouillage. Tu comprends? À la haute direction d'Hydro, on a échappé la présidente qui était là pour des raisons X, Y, Z qu'on veut pas trop nous dire. Puis là, on n'a pas réussi à en trouver un à temps. On a nommé quelqu'un par intérim. Puis là, finalement, en retard, on a nommé quelqu'un. Tout ça, ça ajoute à cette idée qu'il y a eu un cafouillage dans la gestion de la direction d'Hydro-Québec. Et c'est pas comme s'il n'y avait pas de chantier important, de grands défis pour Hydro-Québec dans les prochains mois, prochaines années, là, en plus. Ben, tout à fait. Donc, est-ce que je trouve ça grave? Est-ce que je suis inquiète? Toi et moi, là, Marianne, ne faut pas capoter non plus. Tu as quelqu'un de compétent qui est mis là, il vient de l'interne, il connaît Hydro, puis l'eau va continuer à virer dans les turbines, puis on va continuer à exporter aux Américains, puis on n'est pas inquiet. C'est pas comme si c'était une instabilité qu'on disait l'avenir de l'Hydro en dépend. On n'est pas vraiment inquiet. Je dis, j'aime pas ça. J'aime pas ce que ça donne comme image. Jean Charest a gagné en cours contre l'UPAC et le gouvernement. On peut dire, Mario, que l'UPAC a connu, disons, beaucoup de défaites en carrière. Ouais, c'est un autre coup. On dit toujours la même chose là, depuis un an et demi. On dit, là, c'est plus les mêmes. C'est une nouvelle administration à l'UPAC qui n'est pas de cette époque-là. Mais ça reste un certain malaise. Et tu sais, on est partagé là-dedans. Parce que moi, je veux vivre dans une société de droit, il n'y a pas de doute. Puis en ce sens-là, Jean Charest, à partir du moment où il n'y a aucune accusation de déposer contre lui, qu'il lui considère que ses droits ont été brimés, qu'on a coulé sur la place publique ses renseignements personnels, il a certainement le droit de s'adresser aux tribunaux. Et là, il a gagné devant le tribunal. Mais de l'autre côté, Marianne, tu sais... On comprend la ligne de Gabriel Nadeau-Dubois. Pour beaucoup de gens assis à la maison ce matin, là, ça a sonné, ça a cogné solide. Quand il dit, voyons, le l'UPAC, ça devait aller chercher l'argent dans les poches des gros bonnets qui avaient abusé d'un contrat public, tout ça, pour l'économiser pour les contribuables. Puis là, finalement, ce qu'on fait, on met la main dans la poche des contribuables pour en donner à Jean Charest. T'entends ça, veux pas, tu restes comme, ouais. Et là, à ce moment-ci, on veut des excuses. C'est ce que demande Marc Tanguay en disant ça a entaché la marque libérale. Est-ce que le gouvernement doit s'excuser ou pas? Il y a toute cette question-là aussi. Wow. Ça, c'est l'extension, là. Ouais. Ça, c'est l'extension, là. Monsieur Tanguay, je le comprends, c'est pas maladroit. Il est chef du Parti libéral, il parle pour son parti. Mais là, il tire l'élastique fort beaucoup, là, parce que Jean Charest, du point de vue de ses renseignements personnels, les fuites ont eu un effet, OK. Je veux dire, le Parti libéral, il y a quand même eu la commission Bastarache sur la nomination des juges, puis la commission Charbonneau sur le financement politique, plus une enquête policière sur le financement. Tu sais, l'enquête mâchurée, là, c'est pas un coulage, là. L'UPAC a reconnu publiquement, c'est pas comme quelque chose qui aurait pas dû être su. L'UPAC a dit publiquement, nous faisons une enquête sur le financement du Parti libéral, etc. Est-ce que le coulage a empiré la chose? Peut-être à la marge. Mais, tu sais, dans l'ensemble des problèmes du Parti libéral, puis en bout de ligne, malgré tout, on pourrait penser que c'est peut-être même pas les problèmes d'intégrité qui ont coulé le Parti libéral, parce que c'était les problèmes d'intégrité. Je veux dire, il aurait coulé autant chez les francophones que chez les anglophones. Ça semble être surtout ce qui semble avoir coulé le Parti libéral, parce que dans l'ouest de Montréal, il gagne encore. Ce qui semble avoir surtout coulé le Parti libéral, c'est un abandon complet par les francophones. Alors, est-ce que c'est lié à ça ou c'est lié à d'autres choses, à un manque d'intérêt pour les questions linguistiques, un manque de défense de l'identité? Fait que, une fois tout ça dit, que Jean Charest, l'individu, lui, dise « j'ai eu un gain en course correct », mais que les libéraux actuels disent « hey, on veut des excuses ». Non, il n'y a pas de ça. Là. Le Parti libéral a d'autres problèmes, ils ont commencé à s'y attaquer, mais c'était trop gros ce matin, ça. Là. Le ministre Drainville l'a dit clairement, il ne veut pas de classe transformée en salle de prière. Et au contraire, et Yves parlait avec des membres de la communauté musulmane, certains disent pourquoi ne pas, pour des raisons de sécurité, parce qu'autrement, on priait un peu partout dans des lieux qui n'étaient pas appropriés. Pourquoi ne pas y aller d'un local pour accommoder des étudiants qui veulent prier? Qu'est-ce que tu penses de ce débat-là, Mario? Bon. D'abord, ce qu'on a entendu là, qui s'est fait à Laval, ça n'avait pas d'allure. Je veux dire, un local de prière réservé à une seule religion, puis exclu aux femmes. Bon, ou aux filles. Mais c'était-tu vraiment ça? C'était pas clair, là.
Ça avait l'air d'être ça. En tout cas, certains ont perçu que c'était ça. Ouais. Si c'était pas ça, il fallait le corriger, puis vite. Bon. Mais il y avait ça dans les cégeps autrefois, je sais pas si ça existe encore, mais un local de recueillement. Là, voici ma position. Si tu manques de classe pour les élèves, tout ça, ben là, mais si t'as des locaux, si c'est un local supplémentaire, si t'as des locaux de libre, que t'en fasses un pour du recueillement, toute religion confondue, que si les gens veulent aller, ou de la incluant la méditation, appelons-la non religieuse, mais on comprend que tu t'en vas pas là-dedans pour jaser, puis crier, puis chanter, mais local de recueillement, moi, j'ai pas de problème avec ça, puis si ça permet à des gens qui veulent une pratique religieuse durant la journée de s'y recueillir, j'ai pas de problème avec ça, mais là, tu peux pas commencer à dire, ben là, on exclut les hommes, les femmes, les homosexuels, les hommes. Hey. Tu fais un local de recueillement, c'est un local de tout le monde, là. La porte est ouverte, les gens qui veulent y rentrer, ils rentrent, là. Ça, je vois pas comment, dans le milieu scolaire, on puisse se soustraire à ça. Donc, c'est un peu l'esprit, je te dirais. Moi, la chose que je trouverais acceptable, c'est un peu l'esprit du moment de recueillement de l'Assemblée nationale, tu sais, qui a remplacé la prière là, depuis, je pense, René Lévesque. On dit au Québec, là, il n'y a plus de prière à l'Assemblée nationale. Il y a un moment de recueillement. Maintenant, si un tel député, lui, est de telle religion, telle confession, puis c'est très important pendant ces secondes-là de se mettre en mode prière... c'est son affaire. Il n'y a personne qui va l'empêcher. Ça devient une affaire personnelle. Alors, c'est pour ça que là, s'il y a des locaux libres, qu'on fasse cet accommodement-là, moi, c'est le genre d'accommodement qui me fatigue pas. Tu sais, j'en fais pas. On n'est pas rendu à l'état. Oui, l'école doit être laïque, mais elle ne doit pas forcer de la laïcité individuelle. Les élèves ont le droit d'être pratiquants ou d'être croyants dans une école laïque. Mais par contre, tu peux pas identifier un local à une religion en disant, ben, dans cette religion-là, eux autres, ils veulent pas les femmes. Ça, là, tu serais complètement sorti du champ de la laïcité. Quand même un débat intéressant. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi. À demain. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles.